va continuer, ça va faire le débat dans des maisons, dans des rues, à travers toute la République démocratique du Congo, aussi à le dire du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors de la clôture de la session de mars, qui a affirmé que le député national en République démocratique du Congo touche un salaire qui équivaut plus ou moins à 14 millions de francs congolais. En dollars, on parle de 5 000 $. Des propos de Kamerhe contredits à l'extrémisme par les PCA de l'ODEP, le professeur Floribert Mouteba, qui est revenu sur les révélations faites à l'époque par l'ODEP, qui parlait d'un salaire de 21 000 $, y compris tous les avantages, voire même 33 000 $ selon lui, alors que Vital Kamerhe parlait d'un salaire de 5 000 $, y compris tous les avantages qui livraient entre ces deux personnalités de la République démocratique du Congo. On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur la démission de la ministre déléguée à l'environnement, à Madame Stéphanie Ambombo. Vous avez vu sa réaction, ses communiqués d'abord de la primature, aussi sa réaction au niveau du Twitter, où elle a elle-même affirmé son départ. Remercions les chefs de l'État et à Madame Judith Tuluka, l'actuelle première ministre du pays de Lumumba. Qu'est-ce que cela peut signifier? Est-ce que peut-on parler d'un mauvais départ de la part du gouvernement de Judith Tuluka? Une question qui mérite d'être posée, mais aussi l'élection au niveau du Sénat, vous le savez bien, c'est pour bientôt, au moment où les bureaux provisoires à la Chambre haute du Parlement continuent de travailler pour organiser l'élection du bureau définitif à ce niveau. Le nom de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samalukonde circule. Certaines personnes pensent que c'est lui le choix de l'union sacrée de la nation, le choix du président de la République pour postuler à ce poste. Samalukonde, que beaucoup reprochent de ne pas bien travailler, d'être parmi certainement les premiers ministres les plus médiocres de la République démocratique du Congo, selon certaines personnes. Aujourd'hui, le laisser aller au niveau du Sénat pour occuper la présidence de cette chambre n'est-elle pas une erreur de la part de l'Union sacrée ou du président de la République? Difficile de répondre pour le moment pour ces premiers numéros de la semaine de votre émission Interface. Messieurs et dames, à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur Samuel 13 Télévision. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Ley. Bonsoir également à toutes ces personnes qui ne cessent de renouveler leur fidélité en nous suivant. Alors, à la réalisation, le maestro James Mouka. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous M. Fidel Basso. Il est candidat député provincial malheureux dans la circonscription électorale de Goma, où il avait postulé certainement cadre aussi de la société civile de ces coins de la République démocratique du Congo. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser toutes ces thématiques. Monsieur Fidel, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, madame, les journalistes. Bonjour à nos amis qui nous font paraître dans différentes maisons. Nous sommes heureux d'être reçus ce jour pour essayer de décrypter l'actualité que nous allons essayer d'analyser de fond en comble. Voilà, merci beaucoup de l'invitation. Alors, d'entrée de jeu, M. Fidel, on va commencer avec ces débats autour du salaire qui reçoit un député national en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les révélations de Vital Kamerhe, le président de la chambre basse du Parlement, lors de la clôture de la session de mars, qui parlait d'un salaire équivaut à 5 000 $ en dollars et puis à 14 millions de francs congolais, alors que depuis avant il y avait ces débats où on parlait des 21 000 $, selon les révélations faites par l'ODEP du professeur Floribert Mouteba d'abord, qui parle des 21 ou encore
de 33 000 $. Il a réaffirmé ça encore dans un communiqué après les dires de Vital Kamerhe. Vous, quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation liée au salaire d'un député en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Avant peut-être de revenir à la question, je voulais d'abord placer un mot. J'ai un petit biscuit à placer. Je voulais saluer les castings qu'on a envoyés au ministère de l'Agriculture. Donc l'actuel ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, à la personne de M. Grégoire Moutiaï, qui est venu compléter ou aller jusqu'au bout, mener jusqu'au bout les projets, les programmes que son prédécesseur avait déjà initiés, qui sont ceux qui concernent l'amélioration du social des agents, qui concernent l'implémentation du ministère de l'Agriculture, et aller jusqu'au bout de tout ce qu'il y a comme défis qui sont en train de lui attendre. Nous saluons ces castings parce que nous apprenons qu'il est ingénieur agronome de formation. Il rencontre un secrétaire général aussi pétri de connaissances, à la personne de José Ilanga, qui est en train aussi de bien faire le travail au ministère de l'Agriculture. Nous les attendons, les deux, étant des ingénieurs de formation, nous attendons des résultats probants pendant cette législature ou pendant ces mandats, afin que la population congolaise ne puisse plus importer des denrées de première nécessité, alors que nous pouvons les produire ici chez nous. Donc, je voulais placer un mot d'entrée de jeu dans cette émission. Partant de la question qui concerne les salaires des députés, je pense que le président de l'Assemblée nationale a manqué l'occasion de se taire. Parce que nul n'ignore la législature passée. Nous avons suivi différentes déclarations des députés nationaux. Deli Sesang en avait parlé. Fayoulou en avait parlé. Adon Dombas en avait parlé. Molière, Papa Molière en avait parlé. Eliezer Tambwe en avait parlé. Et tous les montants, je prends un député de chez nous, de Goma, du Nord Kivu, qui s'appelle Irachan, je pense. Irachan en avait aussi parlé. Donc, Gracien. Donc, moi, je pense que le président de l'Assemblée nationale, que nous respectons, dont on ne doute pas ses connaissances et ses compétences, mais aller jusqu'à mentir tout un peuple, je pense que ceci mérite vraiment une sanction de sa part. Tout le monde sait que les salaires ne se discutent pas dans la bouche. Il y a ce qu'on appelle, pour votre information, la loi des finances. Chaque année budgétaire, la loi des finances prévoit les salaires de tout le monde. Que ce soit les petits fonctionnaires, que ce soit les ministres, les mandataires, les députés nationaux. Et la loi des finances de 2024 prévoit un montant qui avoisine 33 000 $. D'ailleurs, ils ont revu à la hausse. Ces montants-là de 33 000, il y en a les invisibles, il y en a la base, les salaires proprement dit. Nous ne refusons pas les salaires d'un député, même la législature passée, d'après même les documents que le président Fayoulou a publiés, les députés avaient les salaires de 15 millions ou 14 millions de francs. Maintenant, ça c'est hormis les primes, différentes indemnités, tout confondu, tout montant confondu, les députés atteindraient aujourd'hui les montants de 33 000, d'après la loi des finances 2024. C'est d'ailleurs, je vous relance. L'année passée, la loi des finances de 2023, les députés, tout montant confondu, pouvaient atteindre un montant de 21 000, 20 000, quelque chose. Et beaucoup de députés qui touchaient ces montants-là
la première personne à décrier ça, c'était Jean-Marc Kabound. Parmi les raisons pour lesquelles Jean-Marc Kabound a été défenestré de l'UDPS et aujourd'hui dans les geôles de la prison centrale, il y a aussi cette déclaration où, au perchoir de l'Assemblée nationale, il a décrié, il a dit que nous ne sommes pas venus nous enrichir, quand lui-même a dit qu'il toucherait dans les 100 et 200, 300 000 dollars, alors que le petit peuple est en train de moisir, en train de se mourir de faim. Si le président Kamere pouvait aussi nous brandir des preuves, le fait seulement de déclarer que les députés toucheraient 14 millions, on ne refuse pas, ça c'est la base. On ne refuse pas 14 millions, mais les primes c'est combien? Les indemnités c'est combien? Les vacances c'est combien? C'est tout ça réuni, les invisibles et autres primes, gratifications, tout ça réuni, c'est ce qui atteint le montant, qui atteignait le montant de 21 000 l'année passée. Mais Kamere a dit que, je vous relance, tous les avantages y compris. Faux. D'ailleurs, c'est faux. C'est que le professeur Floribert Mouteba, dans ses communiqués de l'ODEP, a expliqué, il dit ceci: les députés nationaux reçoivent entre 21 000 et 33 000 dollars américains, relève l'ODEP, après la déclaration du président de l'Assemblée nationale. Pour Vital Kamere, les salaires d'un élu national est de 14 millions de francs congolais. Mais pour l'ODEP, les émoluments des députés nationaux tournent autour de 9 000 dollars et ceux des sénateurs atteignent 11 000 dollars. Les intérêts comprennent entre autres des frais particuliers d'intervention et de recherche, ce qui permet notamment de payer des primes lors des commissions de contrôle. C'est ce qui fait monter les salaires d'un député à 21 000 dollars, voire 33 000 dollars par mois, a indiqué le professeur Floribert le président Kamere a menti au peuple congolais. Je vais paraphraser M. Lenganko qui a dit que Kamere, un seul mot de vérité qui peut sortir de sa bouche, c'est bonjour. Et moi je pense qu'il a dit la vérité. Lenganko a raison. Kamere ne peut pas se permettre de cracher sur la mémoire, sur le peuple congolais. Tout le monde sait que les députés toucheraient aujourd'hui, d'après la loi des finances actuelle, 33 000 dollars. Que Kamere sur un plateau vienne nous prouver au peuple congolais avec des preuves comme l'ODEP est en train de le faire. L'ODEP c'est quoi? C'est l'Observatoire des dépenses publiques. C'est une ONG qui ne date pas d'aujourd'hui. Et je ne pense pas que le professeur, il s'appelle encore comment? Florimo Mouteba. Le professeur Mouteba peut se donner le luxe de passer dans les médias pour profaner, pour invectiver, pour faire des déclarations dont ou pour lesquelles il n'a pas de preuves. Donc, moi je pense que même, parlons-en, même les 14 millions là, si un député toucherait même 14 millions, mais c'est encore beaucoup. Pour quel travail ils font? Que les fonctionnaires ne font pas les autres fonctionnaires. Parce qu'il faut savoir que les députés nationaux sont des fonctionnaires au même titre que les autres. Mais ils sont des fonctionnaires qui ne font presque rien. Voilà, ils viennent de partir en vacances. Ils vont y retourner au mois de septembre. 3 mois, 4 mois, et ils seront en train d'être payés. Et la plupart, ils en profitent, au lieu de retourner dans leur base électorale, ils vont en Europe, ils vont je ne sais où, pour aller se pavaner. Moi, je pense que même les 14 millions, c'est beaucoup. On doit arriver à un certain moment dans ces pays. J'ai suivi le professeur Willy Michiki qui est en train de dire, qui disait que même les 14 millions, c'est beaucoup. Si un citoyen lambda touche 200 000 et qu'un député touche 14 millions, ça c'est insultant. C'est vraiment insultant. Pourquoi si un député a 14 millions, pourquoi même les salaires, les fonctionnaires les moins payés ne pouvaient pas toucher même 1 million de francs? Donc, bref, les 14 millions aussi c'est beaucoup. Mais 5 000 dollars dans un pays pauvre comme celui-ci, c'est beaucoup.
Mais quel intérêt Kamere a-t-il à pouvoir mentir là-dessus? Bon, je pense que Kamere n'a pas été bien conseillé parce que aujourd'hui, tous les projectiles sont jetés sur lui. D'abord, Kamere, dans un passé récent, a un problème avec la population congolaise, d'où, d'après les procès, on lui imputerait les détournements des deniers publics. Il a été à l'économie, il n'a pas fait grand-chose là-bas. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, juste à la fin de la législature, venir nous tromper que les députés nationaux toucheraient dans les $5 000, tout confondu. Je pense que, en tout cas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'ils viennent avec des preuves. Parce que la loi des finances actuelle souligne, et lorsque vous regardez très bien, les députés nationaux ne peuvent pas aller en dessous de $30 000. Ça, c'est insultant, c'est une opulence insultante. Donc, d'après vous, les députés ne méritent pas ce salaire? Mais ils méritent ça parce qu'ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font pour mériter $5 000, $20 000, $30 000? Et combien devrait-il... Un médecin touche combien? Combien devrait-il recevoir? Un professeur touche combien? Un fonctionnaire touche combien? Un professeur aujourd'hui, il est dans les $1 500. Professeur d'université. D'ailleurs, au taux de 95. Est-ce que ça avoisine même 1 500? Non. Si vous prenez un médecin, il touche combien? Si vous prenez un enseignant, 300 000 francs, 400 000 francs. Mais un autre qui est représentant de ce petit peuple-là, il touche 14 millions. 14 millions là même, il n'en mérite pas. Il pouvait même aller, si c'est beaucoup, dans les 5 millions. On doit arriver à un certain moment à faire une distribution rationnelle des richesses de ces pays. Mais comme l'Assemblée et l'autorité budgétaire, ce sont eux qui votent les lois, ce sont eux qui contrôlent, alors ils en profitent de ces bombées de crédits pour assouvir à leurs appétits. Donc moi je pense que les présidents de l'Assemblée nationale, lorsque l'ODEP et d'autres organisations qui sont en train de travailler là-dessus, vont étaler les preuves, comme on a déjà commencé à étaler les preuves, je pense qu'il sera ridicule. Alors, M. Fidèle, combien devrait-il alors à ce niveau gagner et que faut-il faire pour essayer de revoir le salaire d'un député? Puisqu'il y a des enseignants qui ne sont pas bien payés et même les médecins. Concernant les députés, que faut-il faire alors pour revoir leur salaire puisque vous dites qu'ils ne font rien? Pour les députés nationaux, je venais de le dire, 14 millions c'est aussi beaucoup. Si réellement c'est 14 millions qui touchent, c'est beaucoup par rapport à d'autres petits fonctionnaires. Parce que les députés nationaux sont des représentants du peuple. Qui ont fait de députés nationaux? C'est vous, moi et elle. C'est le peuple congolais. Maintenant, le peuple congolais qui a une vie misérable, un salaire dérisoire, peut vraiment comprendre que celui qui l'a envoyé puisse toucher 14 millions, $20 000, $30 000. C'est insultant. Pour moi, je pense que les députés nationaux, s'ils sont vraiment des véritables élus, des véritables représentants du peuple, ils devaient accepter d'aller même en dessous. C'est-à-dire, aller même dans les $2 000. Tout y compris 2000. Et je vous dis, si on arrive à rabattre les salaires des députés, vous allez voir en 2028, on n'aura plus 20 000 candidats. On aura moins que ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voudrait être candidat, voudrait être député national ou provincial, parce qu'ils savent que c'est là où ça paye mieux. C'est là où ça va mieux. Et nous décourageons cette intervention du président Kamere. Si réellement c'est vrai qu'on a rabattu, qu'il vienne nous brandir des preuves. Qu'on nous brandisse des preuves. Si ce n'est pas vrai et qu'il continue à toucher ces montants vraiment qui énervent, je pense que le peuple va tirer les conséquences. Vital Kamere n'a-t-il pas contredit le président Tshisekedi? On a suivi les présidents sur la radio Top Congo lors de la campagne électorale. On lui avait posé cette question concernant
les salaires d'un député, 21 000 $. La réponse du président était claire. Pour lui, c'était d'ARP. Il fallait qu'on puisse majorer ces salaires. Les faits pour Camer aujourd'hui, de parler des 14 millions de $, ce n'est pas une façon, des francs congolais, c'est pas une façon pour lui, d'une manière ou d'une autre, de se dire que voilà, ce que le président Tshisekedi avait dit sur la radio Top Congo, ce sont des mensonges. La vérité, c'est moi qui l'ai dit. Camer a fait du populisme. Sa sortie médiatique là n'était que du pur populisme. Il voulait attirer la sympathie de la population, montrer que non, avec lui, voilà. Non, ça c'est nous tromper. Le président de la République, sur l'une des chaînes de la place, la vidéo existe sur YouTube. Pour lui, même les 21 000 qu'on reprocherait aux députés, pour le président de la République, c'était aussi peu, c'était insignifiant. Il a donné même des raisons, parce qu'ils interviennent dans des situations sociales, ils interviennent dans des cas sociaux. Est-ce que les députés nationaux sont censés intervenir pour des cas sociaux? Ce n'est pas leur rôle. Il y a tout un ministère des Affaires sociales qui se charge des cas sociaux des agents, disons de la population congolaise. Donc, le président Camer, comme vous le dites, je trouve qu'il est en contradiction totale avec le président de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République seul dit que même les 21 000 CP, il faut qu'on ajoute parce qu'ils interviennent pour des cas sociaux. Mais lui vient nous dire, nous tromper que non, les députés toucheraient 14 millions de francs. Je pense que le président Camer mérite de passer encore dans les médias pour présenter des excuses solennelles parce qu'il a menti. Ça, c'est blaguer avec les gens. Ça. Camer est en train de nous faire voir, soit il est en train de faire une politique populisme. Oui, mais c'est ça ce que j'ai dit. Ce qu'il fait là, c'est du populisme. C'est-à-dire, il a fait des déclarations juste pour attirer la sympathie de la population. Mais derrière ses paroles, derrière sa sortie médiatique, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réel. Les députés nationaux, que la population retienne ça, les députés nationaux ne touchent pas 14 millions. 14 millions, c'est les salaires. C'est comme si vous allez chez les fonctionnaires, ils ont la base. La base, c'est 300 000, 350 000. Mais la prime ou les primes, il y en a qui touchent des primes de 5 millions, de 4 millions, de 6 millions, de 10 millions. Et lorsque tu fais tout compte fait, tout calcul fait, il peut être un fonctionnaire, quelqu'un, comme ceux qui sont peut-être aux finances, au budget, aux mines, ils peuvent atteindre 10 millions de francs. Mais ailleurs, les autres fonctionnaires qui ont peut-être les primes de 500 000, s'il ajoute les 350 000 de salaire, ça fait 850 000. Je pense qu'il est temps. J'ai suivi le ministre de la fonction publique, que je salue d'ailleurs. Il a dit que, juste après leur investiture, il a dit qu'il est grand temps qu'on puisse revoir les injustices criantes qui caractérisent les fonctionnaires de l'État. Vous verrez certains fonctionnaires qui touchent un barème très haut, et d'autres qui sont très pauvres, alors que tous sont régis par un même statut, par les mêmes lois, par les mêmes textes. On doit arriver à faire une distribution des richesses de ces pays en faisant un salaire égal, un SMIC au moins minimum de 1 000 $ pour tout Congolais. Je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Mais nous dire que les députés toucheraient 14 millions alors que les autres touchent 300 000, qu'est-ce qu'un député fait de plus grave plus qu'un enseignant pour qu'il mérite 14 millions et qu'un enseignant touche 300 000 francs? Si on inversait la tendance et que le député touche 300 000 que touchent les enseignants et que les enseignants touchent les 14 millions, est-ce que vous allez voir un seul député qui va rester dans cet hémicycle? Mais on verra. Il n'y en aura pas. C'est comme vous aviez dit qu'il y a des personnes qui aimeraient bien postuler tout simplement parce qu'ils savent que là-bas, ça paye beaucoup plus. C'est pareil, si on essaye d'inverser le rôle, on verra tout le monde vouloir devenir professeur ou soit tant mieux, parce que les professeurs, les enseignants font un travail de titan. Madame, vous et moi, si nous sommes devant, mais on peut retrouver aussi des médiocres, si nous sommes devant ces micros, c'est parce que nous avons été sur les bancs de l'école. Comment les gens qui nous forgent, qui font de nous des hommes, peuvent être clochardisés jusqu'à ce niveau? Mais des simples messieurs comme des députés
élus par les peuples touchent des montants insolents, alors que les petits peuples, les enseignants, les médecins, les autres fonctionnaires de l'État, on ne parle que de députés. Il faut voir les montants des sénateurs. Il faut voir les montants que touchent les ministres. Il faut voir les montants que touchent les gouverneurs, les présidents de la République. Tout ça. Et on nous avait chanté que dans cette législature, on va rabattre sensiblement les trains de vie des institutions. Nous attendons. Peut-être qu'Amer vient de commencer avec les 5 000. Mais tout ce que nous savons, pour qu'on arrive à rabattre les salaires des députés ou de qui que ce soit, on doit revoir la loi des finances. Parce que tout est programmé dans la loi des finances. La loi des finances est une loi promulguée par le président de la République, par son ordonnance. Mais les simples paroles d'un président de l'Assemblée peuvent abroger la loi promulguée par le président de la République. Non, il y a incohérence. Ça ne peut pas se faire. Donc, nous retenons ce que la loi promulguée par le président de la République dit. Les députés touchent dans les 30-31 000 dollars selon la loi. Pour que Kamer nous convainque, il doit revenir pour qu'on refasse, qu'on reprenne la loi des finances dans le budget rectificatif, qu'on voit réellement que c'est traçable. On calcule les montants des députés en fonction de la loi qui sera rectifiée. Mais si cette loi n'est pas rectifiée, cette loi des finances 2024 n'est pas rectifiée, promulguée par le président de la République, donc tout ce que Kamer a dit, il faut tourner les dos, c'est faux. Alors, d'une thématique à une autre, on va laisser l'Assemblée nationale pour parler cette fois-ci du gouvernement. Vous le savez bien, je le disais au rythme de cette émission, la démission de Madame Stéphanie Mbombo, ministre déléguée près de l'environnement, qui a déposé sa démission quittant le gouvernement. Judith Toulouka, confirmé dans ses communiqués de la primature. Les cabinets de son excellence Madame la première ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale que par sa lettre sans référence parvenue ce 18 juin 2024, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre délégué après le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie du climat, a déposé sa démission du gouvernement pour convenance personnelle. Son excellence Madame la première ministre, chef du gouvernement, a informé son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui en a pris acte et en conséquence a déchargé Madame Stéphanie Mbombo, a déchargé, voulais-je dire, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba de cette haute fonction. La concernée, dépourvue de qualité, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ces jours. Mais c'est fidèle, cette démission, comment vous pouvez l'analyser? Bon, on y va lentement. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Des signes qui ne trompent pas. Oui, oui. Nous avions dit les émissions précédentes que ce gouvernement de Madame Judith, nous verrons ce qu'on n'a jamais vu. Donc, Madame ici, la ministre déléguée, devient la deuxième personne depuis que le Congo est Congo, qui démissionne, hein, ou qui quitte le gouvernement. Avant elle, c'était Étienne Tshisekedi. Dans les années, nous, on était encore des petits. On le nomme Premier ministre. 2 jours après, on les révoque. Donc, Madame ici, à une semaine seulement de l'investiture, elle a participé à un seul conseil des ministres, une seule mission de service à Brazzaville. Et après, chose grave, c'est hier même qu'elle était en mission à Brazzaville. Je ne sais pas si elle a démissionné là-bas, si elle est rentrée ici pour venir présenter sa démission, parce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux. Il était devant, chez le président du Congo en face, président Sassou Nguesso, pour présenter, si c'est une invitation, c'est quelle lettre au président. Voilà. Donc, moi je pense que Madame Mbombo, on doit la féliciter. Pourquoi la féliciter? La féliciter, pourquoi? Parce qu'elle vient de faire ce que personne d'entre nous tous ici ne peut faire. Est-ce qu'il n'a pas fait Parce que être au gouvernement, on s'imagine que c'est l'occasion d'être à la mangeoire.
Mais lui, elle n'a pas encore même touché le premier salaire. Du coup, elle démissionne. Mais, ce qu'on peut se poser comme question, est-ce que derrière cette démission, il n'y a pas des questions qui méritent des réponses ou qui méritent d'être posées? Parce que si vous suivez les communiqués là du cabinet de la Première ministre, on dit que désormais, elle est interdite au nom du gouvernement de poser des actes. Est-ce qu'il y a des actes qu'elle était en train de peaufiner, faire, prendre à l'insu de la Première ministre? Qu'est-ce qu'on lui reproche réellement? Ou qu'est-ce qu'elle se reproche? Qu'est-ce qui pousse cette dame à la démission après juste une semaine seulement de leur remise et reprise? Je pense que l'avenir, le temps étant le meilleur allié de la vérité, le temps va finir par nous dire la vérité. Ça c'est un. J'arrive. Okay. Madame, pour démissionner, ça ne se passe pas comme on l'a vu dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cabinet du Premier ministre qui doit nous mettre au parfum d'une démission des membres du gouvernement. On devait voir, madame, sa lettre de démission. Certes qu'il y a cette lettre-là, mais qu'est-ce qu'elle couche dedans comme mobile, comme raison de sa démission? Est-ce au cabinet du Premier ministre de communiquer ou d'informer l'opinion par rapport à cette démission, ou c'est l'auteur de la démission elle-même qui devait informer l'opinion? C'est vrai, elle a informé dans les réseaux sociaux, mais on devait voir administrativement parlant sa lettre de démission. Sa lettre de démission, qu'est-ce qu'elle dit dedans? Parce qu'on nous dit pour des raisons de convenance personnelle. Quelle convenance personnelle? À moins d'une semaine qu'elle a pris les fonctions. Mais tout ce que nous avons, il fallait qu'elle refuse quand on l'avait. Nous avons essayé de scruter là-dedans. Il semble que les torchons brûlaient déjà entre elle et la ministre d'État à l'environnement. Vous voyez l'environnement là? Ce qui veut vivre l'environnement aujourd'hui, c'est ces portefeuilles-là, les problèmes du climat. Ça s'appelle comment, ministère de l'environnement et développement durable. Non, elle était déléguée à l'environnement, en charge de l'économie du climat, quelque chose comme ça. L'économie du climat. Voilà. Dépourvir de l'environnement ces services-là ou cette matière-là de l'économie du climat, c'est comme on a dépourvu le ministère du Travail et Emploi, les services de la prévoyance sociale. On a donné au ministère de la Santé. Voilà. C'est-à-dire, et on aurait appris, j'utilise le conditionnel, que la dame qui animait ce portefeuille-là du climat serait de la famille de la famille présidentielle. Ah. Maintenant, pour empêcher à la ministre d'État de contrôler tous les fonds liés au climat, il fallait créer une ministre ou un ministère délégué, bien sûr, qui va dépendre de l'environnement, mais spécifiquement qui va s'atteler à l'économie du climat. Or, tous les fonds liés au climat ne pourraient plus passer à l'environnement, ça serait géré par l'économie du climat. Ça, c'est ce que nous avons essayé de scruter au-dedans de cette histoire-là. Ça, c'est de deux. Il y aurait, j'utilise bien les conditionnels, des tensions entre les deux dames, la ministre d'État et la ministre déléguée. Celle-ci se sentant proche de la famille présidentielle, il y a eu même un problème de bureau. J'aurais appris qu'on était en train de vouloir mettre ces ministères nouvellement créés sur Pumbu. Tu vois l'avenue Pumbu où il y avait les PPRD. Ouais. C'est là-bas qu'on était en train de réhabiliter pour mettre ces portefeuilles-là. Donc, moi j'encourage madame Stéphanie. Elle a fait
un acte de bravoure que personne ne peut oser poser. Moi-même, je ne peux pas. Vous êtes au gouvernement, à une semaine, pas même un seul salaire, vous démissionnez. Ça prouve que dans ces pays, il y a encore des personnes qui méritent d'être respectées. Ça, c'est sur le plan des formes. Sur le plan des fonds, nous apprenons aussi que Madame serait pointée pour diriger, être mandataire public. Et comme le Maniema, la province du Maniema, n'avait pas été représentée au gouvernement, on l'a poussée à la démission pour que ce portefeuille soit donné à quelqu'un du Maniema et qu'elle puisse rejoindre les portefeuilles et devenir mandataire public. Ça, au niveau des fonds, c'est que nous aurions appris. Mais, comme je l'ai dit tantôt, le temps étant le meilleur allié de la vérité, au fil du temps, nous allons savoir qu'est-ce qui a poussé Madame à quelques jours seulement dès sa prise de fonction à la démission. Sinon, je pense que peut-être c'est la première démission, il y en aura d'autres parce que les castings qu'il y a dans ces gouvernements, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de problèmes. Regardez par exemple au niveau de la justice. Le ministre de la Justice arrive, le même jour de la remise et reprise, les décisions commencent à tomber. Est-ce qu'il a eu le temps d'étudier de fond en comble les mesures qu'il a prises, les conséquences? Est-ce qu'il n'aura pas les mains liées quand il va commencer? Parce que nous l'avions appris, le fait qu'on l'ait vu aller chez l'IGF, c'est pour des dossiers. J'ai suivi du Sochaux, comment elle s'appelle? Madame Denise du Sochaux, c'est ça, hein? Quelque chose comme ça. Elle était en train d'étaler des scandales qui se sont fait dérouler au ministère de la Justice, des détournements qui concernent la réhabilitation du palais de la justice, des détournements qui concernent ça s'appelle comment, les centres financiers et beaucoup d'autres dossiers. Est-ce que des dossiers comme ceux-là que je viens de citer ou que Madame était en train de citer, quand le ministre de la Justice va fouiner dedans, alors qu'il y a des personnalités hautement qualifiées qui sont trempées dans ces détournements, est-ce qu'il n'aura pas les mains liées? Est-ce qu'il aura le plein pouvoir d'agir comme tel? Donc, moi je pense que la démission de Madame la ministre Stéphanie, peut-être qu'elle est la première, mais il y en aura tant d'autres qui s'en suivront. Alors, M. Fidèle, on ne cesse de nous dire de garder notre mal en patience avec ces genres de décisions. Pouvons-nous continuer à croire que ce gouvernement est prometteur? En tout cas, rien jusque-là ne montre que ce gouvernement va faire quelque chose. La preuve est là, à une semaine, l'une du membre du gouvernement donne déjà sa démission. Ça, c'est un signal fort qui montre que la température n'est pas bonne au sein du nouveau gouvernement. Il n'y a rien à espérer, rien. Bon, bien sûr que peut-être certains vont essayer de se démarquer, comme chez Sama Lukonde, tout le monde n'était pas mauvais. Il y a eu quand même certains qui ont eu à faire quelque chose. Bon, donnons-leur encore les bénéfices des doutes, voir s'ils peuvent quand même arriver à réaliser quelque chose. Est-ce une affaire de casting? Oui, affaire de casting. Regardons par exemple Stéphanie là. Vous l'avez déjà entendu travailler où? Dans ces pays. L'autre là, la TikTokeuse. Vous l'avez déjà entendu travailler où? À part le fait qu'elle ait été ici, c'est bourgmestre de la commune. Et vous lui donnez directement tout un ministère, ministre de la jeunesse. Il y a un mauvais casting. Apparemment, Madame la Première ministre, en formant son gouvernement, elle a fait ça avec beaucoup de populisme aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas comme Batu Lukwebo par exemple, avec 33 députés à l'Assemblée nationale. Mais tous les gens qu'il a désignés pour être promis comme ministre, personne qui a été récupéré. On a tiré certains,
les gens qui ont été nommés à l'AFDC, un ministre du travail, voilà, on a dépourvu même la prévoyance, et un vice-ministre, je ne sais pas de quoi. Ces gens-là n'étaient pas envoyés par les partis. Seulement, madame a puisé, je ne sais par quel moyen, dans les partis, les gens qui n'étaient pas mandatés par l'autorité morale du parti. Donc, il y a un problème de casting, un problème de choix, un problème aussi de représentativité. J'ai suivi le Teke Umbu, ici à Kin, qui pleure aussi, que la province de Kin n'a pas été représentée. Tous les gens qui sont là, aucun Teke, aucun Umbu. Pourtant, la province de Kinshasa ici, la capitale, personne qui peut leur refuser l'authenticité ou l'appartenance. Kinshasa n'est pas représenté, Maniema n'est pas représenté, et j'en passe. Donc, vous comprenez, il y a déjà beaucoup de coquilles dans ce gouvernement qui nous poussent à croire que, en tout cas, on risque de ne pas même aller à une année de ce gouvernement sans qu'il y ait remaniement. Alors, on va, avant de boucler avec cette thématique, cette question, nous allons certainement essayer d'analyser d'une manière sémiotique les écrits de Madame Stéphanie, Monsieur Fidèle. Quand vous lisez, c'est que cette dame écrit pour des raisons de convenance personnelle, j'ai pris la lourde décision de déposer ma démission au chef de l'État. Je réitère ma loyauté. Je suis infiniment reconnaissante envers le président pour des responsabilités et tout ça. Et Madame la première ministre, je vais essayer de voir avec mon téléphone ici. En dépit de ces décisions difficiles, passionnées par le monde qui recèle la nouvelle économie du climat, je serai toujours prête à mettre mon expertise politique, diplomatique et technique au profit de mon pays que j'aime tant. Est-ce que ça ne donne pas une impression d'une personne qui a été obligée, poussée à démissionner malgré tout ce qu'on a dit d'ailleurs au conditionnel ici, ce qui certainement se serait passé entre elle et Madame Eve Bazaïba, la ministre d'État en charge de l'environnement. Derrière ça, vous ne constatez pas une pression derrière cette dame, la poussant certainement à laisser ce ministère? Bon, je l'ai dit tantôt que derrière cette démission, il y a des non-dits. Sur le plan des formes, on a vu qu'elle a démissionné, mais sur le plan des fonds, il parle de convenance personnelle. C'est quoi convenance personnelle? À une semaine seulement qu'elle a pris les fonctions. C'est-à-dire, il y a des choses, bon, en femme d'État ou en homme d'État, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler, mais au fil du temps, l'opinion sera obligé d'être au courant, parce que je pense que nous sommes en train aussi de fouiner là-dessus, savoir réellement qu'est-ce qui peut pousser à une dame, une trop jeune dame comme celle-là, de démissionner à quelques jours depuis qu'elle a pris les fonctions, des hautes fonctions comme gérer tout un portefeuille. Donc, avec le temps, je pense, nous allons arriver à la vérité. Je pense que même sa lettre de démission, avec le temps, elle sera dans les réseaux publiés pour essayer d'édifier la population. Sinon, derrière cette démission, il y a des non-dits. Et les non-dits là, avec le temps, nous allons parvenir à en savoir plus. Bien, on va parler de l'élection du bureau définitif au niveau du Sénat. Vous le savez, certainement, Abacha Lukebo ne va plus postuler à ce poste pour revenir comme le président de la Chambre haute du Parlement. Ça s'est dit dans les coulisses que Sama Lukonde est le choix de l'Union sacrée, le choix du président de la République, Sama Lukonde, ancien Premier ministre, pour postuler et puis occuper ce poste du président du Sénat. Sama Lukonde, tant critiqué par beaucoup par rapport à sa manière de faire, son passage au niveau de la primature. Aujourd'hui, est-ce que nous restons dans l'idéalisme au sein de l'Union sacrée par rapport à ce choix du président, de l'envoyer ou bien de les choisir comme les candidats idéal de l'Union sacrée pour postuler à la présidence du Sénat? Bon, j'ai difficile à aborder cette question parce que Sama Lukonde ne m'a jamais convaincu. Depuis qu'il est Premier ministre jusqu'à aujourd'hui, il est sorti comme il est entré.
Donc, il n'y a rien, alors rien. Rien, alors rien qu'on peut retenir de Sama Lukonde. Vous voyez, Matata, quand il était Premier ministre, on a retenu de lui la, comment ça s'appelle, la bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Ça, c'est, on ne peut pas douter que ça, c'est Matata qui a fait. On a retenu de lui la création de Congo Airways. On a retenu de lui la création de Transco. Ça, ce sont les œuvres de Matata Ponyo. Maintenant, est-ce qu'on peut nous citer un seul domaine de la vie nationale où Sama Lukonde a brillé, où il a posé des actes qui touchent les sociales des Congolais? Rien. Mais peut-être qu'il peut faire la différence. Mais il avait un plein pouvoir là au niveau de la primature. Il gérait l'argent, il gérait le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a implémenté? Qu'est-ce qu'il a fait? Et monsieur le président de la République, vous nous mettez en difficulté, nous qui sommes vos communicateurs de l'Union sacrée. Vous nous mettez en difficulté. Des gens comme des Sama Lukonde qui ne vous ont servi à rien pendant votre premier mandat. L'amener encore au perchoir du Sénat. D'abord, Sama Lukonde est aphone. Je ne sais même pas s'il parle, parce que moi je ne l'ai jamais entendu parler. Maintenant, vous amenez quelqu'un comme celui-là, aphone, qui ne parle pas. Vous l'amenez au perchoir du Sénat, où il sera obligé de parler chaque jour, pour gérer la police des débats au niveau du Sénat. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas vraiment normal? Mais peut-être qu'on pourra retrouver un autre Sama au niveau du Sénat. S'il n'a pas été à la hauteur, à la primature, Madame, au niveau du Sénat, il peut faire mieux. Méfiez-vous, Sama ne fera rien au Sénat. D'ailleurs, je prophétise d'ailleurs que Sama aura un morceau dur. S'il est élu président du Sénat, en tout cas, il ne fera même pas une année, on va le déchoir au niveau du Sénat. Parce que Sama n'a pas l'art oratoire de convaincre, de parler. Le Sénat, la présidence du Sénat, c'est un lieu qui demande que vous ayez des nerfs solides. Vous ayez l'art de parler et de convaincre. Comme on l'a vu avec Kamer. Vous avez suivi la plénière de la fois passée portant investiture du gouvernement. De 13h à 2h, Kamer assis sur sa chaise, Mbosso, Chilumbai, en train de somnoler, en train de dormir, mais Kamer est toujours en train de conduire la politique de débat. Moi, je pense que Sama Lukonde, qu'est-ce que ce pays ne lui a pas donné comme Premier ministre? Je pense que dans ce pays, nous devons avoir la culture de démission, la culture de laisser aux autres la place. Il peut être un simple sénateur avant d'Inaïkaganakati, il vient participer au plénière et il rentre à la maison. Au lieu d'aller se ridiculiser là-bas, moi je pense que c'est que Sama Lukonde cherche à subir comme conséquence au perchoir du Sénat, c'est ridiculiser. Parce que je ne vois pas comment, on ne l'a jamais entendu en train de parler, en train de défendre son gouvernement, à passer même dans les médias animés une conférence de presse. Jamais Sama Lukonde ne l'a fait. Maintenant, vous l'amenez au perchoir de l'Assemblée comme président, du Sénat comme président, où on va lui exiger de parler, de conduire le débat, d'être là assidûment. Bon, je ne sais pas. Bonne chance à lui. Sinon, pour moi, c'est un non-événement. Mais monsieur Fidèle, un Sama qui n'a rien fait à la primature, mais pourquoi alors le choix a été porté sur lui? Déjà que lui-même, il n'a pas eu le temps de pouvoir désister, c'est qu'ils se sont capables, et on sent aussi la capacité Madame, en lui. Pour ne pas vous couper, ces gens, ce sont des gens, vous voyez, ils sont déjà habitués dans l'opulence, hein, l'argent, hein, ils ne supportent plus la vie du commun des mortels. Alors, comme il dirigeait une institution, il veut toujours continuer à diriger l'institution. C'est comme Mbosso, tu as vu Mbosso. Comme il dirigeait l'institution, il voulait toujours réapparaître. Bat, comme il dirigeait l'institution, il veut toujours réapparaître. Donc, moi, je pense que l'ancien premier ministre Sama Lukonde, avec tout le respect que nous lui devons, s'il pouvait écouter mes conseils, papa, il ne faut pas aller vous ridiculiser pour rien. Vous avez déjà tout ce que l'homme peut avoir. Vous avez tout ce qu'un être humain peut vouloir avoir.
Occupez votre poste comme simple sénateur au Koti, au Bimi, et c'est tout. Laissez ces postes-là aux jeunes qui ont encore du sang froid, du sang chaud, pour bien conduire les débats, pour bien faire le travail. Sinon, les mêmes sénateurs-là qui vont voter pour vous comme leur président, demain ils vont vous démettre parce qu'ils se rendront compte que vous n'avez rien fait, que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, on parlait des Sama pour certainement acheter lentement mais sûrement avec l'émission. Mais si le président se disait, parce que la fidélité aussi au niveau de la politique, la loyauté, la fidélité, ça compte d'une manière ou d'une autre. Et si le président s'est dit, bon, Sama, c'est quelqu'un qui est loyal envers moi, dans sa manière de faire les choses, certainement c'est lui, je lui donnais ses péchoirs au niveau du Sénat, ça ne va pas me causer préjudice. C'est pourquoi même s'il revient de la primature, je lui donne ça sans problème. Bon, si c'est ça la raison pour laquelle le président lui confie cette charge, bon, le président en tirera les conséquences. Il en tirera les conséquences parce que je ne vois pas comment un élève qui a échoué lamentablement, vous pouvez le gratifier. Hein, à la proclamation, il est sorti médiocre, mais vous prenez encore des présents, des cadeaux, vous lui donnez. Pourquoi? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, Sama Lukonde a échoué comme Premier ministre. Je ne vois pas sa place au perchoir du Sénat. Parce que, d'abord, je l'ai dit, il parle moins, il parle presque pas. Pendant 3-4 ans qu'il était Premier ministre, je n'ai vu aucune conférence de presse qu'il a dirigée. Je n'ai vu aucune interview accordée aux journalistes que vous êtes. Et maintenant, vous l'amenez. C'est comme si vous voulez l'exposer. Vous voulez exposer sa nudité. La Bible dit, si c'est lui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché, mais c'est lui qui retient ses lèvres et est un homme prudent. Mon frère, ce n'est pas un lieu qui demande qu'on se retienne. Vous demandez d'être président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ça c'est pas un lieu qui vous demande d'être retenu, réticent. Non, non. Est-ce que c'était une obligation pour lui de commencer à parler en tout moment, à barboter, même s'il n'a rien à dire, il fallait qu'il parle. Mon cher, je vous dis, comparez l'Assemblée dirigée par Mbosso et Kamer aujourd'hui. Vous allez voir, c'est les jours et la nuit. C'est quoi la différence? Le jour et la nuit. Tu as vu Mbosso toi-même en train de somnoler. Il dormait, n'est-ce pas? Hein? Et comme par le passé, lui n'accordait même pas de paroles aux députés, faute de cela, parce qu'il est fatigué par l'âge, le poids de l'âge, ainsi de suite. Nous souhaitons au Premier ministre Sama Lukonde, s'il est élu président du Sénat, nous lui souhaitons toutes les bonnes chances du monde. Peut-être que là, il va opérer les miracles, peut-être que là, il va fournir des efforts au vu et au regard de différentes remarques que nous avons formulées quand il était au gouvernement, qui ne faisait rien. S'il va mieux faire, tant mieux. Mais sinon, moi, je ne suis pas convaincu qu'il dirige le Sénat, car ayant échoué lamentablement comme chef du gouvernement, au Sénat, il ne fera absolument rien. Et selon vous, qui méritait cette place? Non, je ne sais pas dire qui méritait. Il fallait qu'on ouvre les champs à tous les autres qui se sentent capables, qu'on voit les profils, qu'on voit les candidatures. Bahati Lukwebo pourrait peut-être revenir parce qu'il n'a pas démérité au perchoir du Sénat. Bahati Lukwebo pourrait revenir, pouvait bien gérer le Sénat. D'ailleurs, j'ai suivi, apparemment, on a sorti la liste définitive des candidats au bureau du Sénat. Bahati Lukwebo occuperait, il semblerait qu'il sera... Il va postuler comme deuxième vice-président du Sénat. Bon, je ne sais pas. Si Bahati Lukwebo revenait, tant mieux, parce qu'il a bien conduit le Sénat. Hein, depuis qu'il était là, on n'a connu aucun scandale. Hein, je pense. Bon, s'il y en a d'autres, parce que le Congo a beaucoup d'hommes et de femmes intelligents, pétris de connaissances, pétris de compétences, bon, qui n'ont pas de chance, comme vous le dites, madame. Sinon, Sama Lukonde, pour moi, en tout cas, personne non grata, il ne mérite pas. Alors, Monsieur Fidèle, vous allez conclure ces analyses en quelques secondes. Bon, merci beaucoup. Les mots de la fin. Je voulais saluer le secrétaire général à l'agriculture, en la personne de Ilanga José, qui est en train vraiment de remettre les choses en ordre. Il est en train de faire un travail qu'il faut
en implémentant son autorité, en faisant en sorte que les gens respectent les job description de chacun, parce que nous voyons par le passé les anciens secrétaires généraux qui étaient en train de naviguer à contre-courant, mais avec celui-ci, nous nous rendons compte que quand même, il a remis chaque directeur, chaque direction dans ses attributions, et surtout son sens d'écoute, son sens élevé de leadership. Et avec le nouveau ministre qui arrive, en la personne du ministre d'État, M. Grégoire, nous osons espérer que ces ministères qui incarnent l'espoir du développement de tout un peuple, avec ces deux hautes personnalités, nous espérons que au ministère de l'Agriculture, dans les prochains jours, on aura les riz, on aura les foufous, on aura tout ce qu'on peut vouloir avoir dans ces pays sans passer par l'importation. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle Bonson, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous qui nous aviez suivis avec sympathie et attention. Merci à toi, Daniel Roland-Lai. Et je profite par la même occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Jean-Marie Bandou Chichimbi Junior, le fils de Maître Platini Badou. On se retrouve donc demain pour un autre numéro avec d'autres analyses. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup.